les cardiopathies congénitales, les valvulopathies, l'échocardiographie Doppler, l'insuffisance cardiaque, la maladie coronaire et la chirurgie cardiovasculaire. Ces séances débuteront chaque jour à 17h30, jeudi et le vendredi, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, et à 16h30 le samedi. Le débat exceptionnel des journées de l'AMCAR portera cette année sur la sténose aortique, qui sera décortiquée par des spécialistes nationaux et internationaux de renom. Durant ce e-congrès, nos jeunes cardiologues ont eu la possibilité de présenter leurs travaux scientifiques sous la forme de e-posters. Nous avons reçu 227 travaux de la part des différents services de cardiologie des différents CHU du Maroc. Parmi eux, 126 posters ont été acceptés. Et parmi ceux qui ont été acceptés, bien entendu, les 3 meilleurs travaux vont être gratifiés par des prix de l'AMCAR. Aussi, le meilleur travail sur l'hypertension artérielle pulmonaire sera récompensé par le prix Actelion. D'autres surprises vous attendent durant ces journées qui se veulent innovantes, riches et fraternelles. À juste titre et comme d'habitude dans les journées de l'AMCAR, on va organiser 7 tombolas durant ces journées où il y aura un tirage au sort des cardiologues présents aux différentes sessions. Et bien entendu, ce tirage au sort va être fait à l'improviste et on va récompenser les gagnants par 7 MacBook Air qui vont être distribués au niveau des sessions, au niveau de chaque session. Je voudrais remercier tous les membres du comité de l'AMCAR et sans exception qui ont fait un travail exceptionnel, qui ont participé activement à l'organisation de ces journées, chacun dans son domaine de prédilection. Et vraiment, le travail était complémentaire. Je voudrais remercier tous les orateurs et les modérateurs qui n'ont pas hésité un instant à accepter notre invitation. Nos amis de la France, de l'Arabie Saoudite, qui sont devenus maintenant des pièces maîtresses pour la réussite de nos journées. Nos orateurs et modérateurs marocains, que nous remercions infiniment pour leur disponibilité, pour leur générosité, surtout en cette période difficile du Covid, surtout que la majorité ont accepté de participer avec nous en présentiel, ici sur le plateau, pour donner un petit peu de chaleur, un petit peu d'allure à notre congrès. Je voudrais aussi remercier les laboratoires pharmaceutiques qui ont répondu présents sans, et bien entendu, sans eux, ce congrès aurait eu beaucoup de difficultés à avoir lieu. La société Sigmaco, au nom de M. Dr Tanji Ajdin, SB Consulting, au nom de Younes Tahiri, la société de production Sigma, avec toutes ses composantes, depuis le simple technicien aux directeurs généraux. Et je voudrais aussi remercier notre graphic designer Yasmine Shraibi, qui a participé grandement à l'élaboration et de l'affiche, à la création de l'affiche, la création et le design du programme, et bien entendu plusieurs autres composants de ce congrès. Et je voudrais bien entendu remercier toutes les personnes que j'ai oublié de citer et qui ont aidé de près ou de loin à la réussite de notre congrès. Nous vous invitons à visiter notre site AMCAR, nouvellement relooké. Et là, je voudrais remercier tous les membres du comité, encore une fois, de même que Younes, qui fait un travail exceptionnel pour la refonte du site. Vous y trouverez tout ce qui concerne les journées. Nous avons aussi mis à votre disposition une application dédiée au congrès. Vous pouvez la télécharger très facilement sur votre smartphone et ça sera un outil pratique pour vous renseigner sur le déroulement du congrès et très simple pour rejoindre une session. L'application s'appelle Congrès AMCAR et il est très facile à télécharger, comme j'ai dit. On aurait aimé se voir, discuter et partager en présentiel autour d'un thème ou tout simplement autour d'un café. La Covid-19 a eu raison de nous cette année, nous la vaincrons et nous pourrons nous voir et discuter encore comme avant. En attendant, protégez-vous et faisons de ces journées des moments inoubliables d'amitié, de partage et de fraternité.
Je vous remercie et je vous souhaite un agréable congrès. Voilà, mes chers amis, pour ce mot d'introduction. Et sans trop tarder, donc on va passer à la session, la première session de notre congrès qui est dédiée à la cardiologie pédiatrique, avec deux orateurs de grande qualité, Dr Siham Zaimi et le professeur Damien Bonnet de Paris. Et bien entendu, cette session va être dirigée par trois grands noms de la cardiologie, qui sont Si Youssef Lihyaoui de Marrakech. Si Youssef Lihyaoui est cardiologue dans le secteur libéral à Marrakech, ancien chef de service de cardiologie de l'hôpital militaire à Vicende de Marrakech, et il est actuellement président de l'association des cardiologues de Marrakech. Nous avons aussi avec nous, et le plaisir et l'honneur d'avoir notre ami le professeur Leila Dor, qui est cardiologue dans le secteur libéral à Rabat, qui est professeur de cardiologie, qui est ancienne membre du bureau de la SMC et qui est actuellement présidente de l'ACP, qui est l'association des cardiologues privés de Rabat et région. Merci beaucoup Leila. Et bien entendu, nous avons avec nous un éminent chirurgien qui est mon ami le professeur Saïd Mouril, qui est professeur de chirurgie cardiovasculaire à Rabat et qui est ancien chef de service de chirurgie cardiovasculaire B au CHU de Rabat. Merci beaucoup, Si Saïd, de t'être déplacé de Rabat en cette période un peu difficile. Et voilà, sans trop tarder, je vais passer la parole à Si Lihyaoui Youssef de Marrakech, qui va commencer la modération de cette session. Merci, Si Saïd. Je voudrais tout d'abord remercier et féliciter mes amis de l'équipe AMCAR pour l'organisation de ce grand congrès qui est maintenant l'un des événements phares de la cardiologie marocaine. Je salue mes co-modérateurs, les docteurs Mouril et Haddor. Et cette séance est donc consacrée à la cardiopathie pédiatrique. Et la première communication sera consacrée à la prise en charge des coarctations de l'aorte. Elle sera traitée par Madame Siham Zaimi. Madame Siham Zaimi est cardiologue dans le secteur libéral à Casablanca. Elle est ancienne interne du CHU de Rabat et elle est membre actif du bureau de l'AMCAR. À vous, Madame Zaimi. Merci. Merci, Monsieur Lihyaoui. J'ai l'honneur de démarrer ces 27e journées nationales de l'AMCAR et doublement l'honneur de participer à cette session de cardiopathie congénitale à côté de mon maître et de notre ami le professeur Damien Bonnet. Content de vous voir, mes amis Leila et Saïd, et content de te voir, Monsieur Lihyaoui, quoique virtuellement. Alors j'ai 20 minutes pour parler de la prise en charge des coarctations de l'aorte, et je dis bien des coarctations parce qu'il n'y en a pas une, mais plusieurs, comme vous allez le voir. C'est une cardiopathie relativement fréquente dans notre pratique. Elle est classée 6e parmi les cardiopathies congénitales en termes de fréquence, avec une prévalence de 4 pour 10 000 naissances vivantes, chiffre sans doute sous-estimé parce que le diagnostic à la période néonatale est manqué dans un grand pourcentage de cas. Elle touche 2 à 3 fois plus fréquemment le sexe masculin. Elle est en général sporadique, mais peut être syndromique. Pensez au syndrome de Turner chez les filles qui ont une coarctation de l'aorte. Et il est intéressant d'ailleurs de leur faire un cariotype dans ce sens. Alors, comment peut-on définir la coarctation de l'aorte? C'est une sténose de plus de 50% de la lumière aortique, dont la localisation est ismique dans 95% des cas, juste après le départ de la sous-clavière gauche et en regard de l'insertion du canal artériel.
On ne parle plus de forme préductale et postductale. Toutes les coarctations ismiques sont périductales. Dans 4 à 5% des cas, la coarctation peut concerner n'importe quel autre point de l'aorte et on peut avoir des coarctations médiothoraciques, des coarctations abdominales, mais là en général c'est une pathologie acquise et ça sort du cadre de notre présentation. Alors, le plus souvent, le rétrécissement est focal, comme vous le voyez ici, mais peut montrer une extension à des degrés variables vers l'isthme aortique, vers l'arche aortique englobant l'origine de la sous-clavière gauche. Et dans le scénario le plus extrême, on peut avoir une hypoplasie de tout l'arche aortique, que je n'ai pas schématisé ici, avec rétrécissement à l'origine des gros vaisseaux du cou et des membres supérieurs. Ça reste peu fréquent chez l'enfant et l'adolescent, c'est plutôt l'apanage du nouveau-né et du nourrisson. Je tiens à vous rappeler quand même que quand on parle de l'arche aortique, c'est ce segment de l'aorte compris entre, je sais pas si je peux animer, compris entre le tronc artériel brachiocéphalique et la carotide commune, entre le tronc artériel brachiocéphalique et l'artère sous-clavière gauche. Et on distingue schématiquement l'arche proximale entre le tronc brachiocéphalique et la carotide commune et l'arche distale entre la carotide commune et la sous-clavière gauche. Et vous voyez que ce n'est pas un tube régulier, ça va en se rétrécissant. Le diamètre de l'arche proximale est plus petit que celui de l'aorte ascendante, celui de l'arche distale est encore plus petit et c'est encore plus au niveau de l'isthme. Et puis, ça reprend un calibre normal au niveau de l'aorte thoracique descendante. Donc, c'est des éléments importants à connaître pour définir l'hypoplasie de l'arche. Alors, plus les coarctations se présentent tôt dans la vie, plus la probabilité d'avoir des lésions associées est élevée, si bien que les 2/3 des coarctations chez les nouveau-nés et les nourrissons sont associées à une hypoplasie de l'arche aortique ou à un autre obstacle sur la voie gauche, à une CIV, un canal artériel ou autre malformation intracardiaque. Par contre, à tous les âges de la vie, l'association bicuspidie aortique coarctation reste la plus fréquente. Elle peut s'observer dans 50 à 85% des cas contre 1-2% dans la population générale. Et cette association rend compte de la fréquence élevée aussi des anomalies fonctionnelles de la valve aortique et de la fragilité de la paroi de l'aorte ascendante qui peuvent poser problème et qui vont poser problème lors du suivi à long terme de ces patients. Alors, quant aux anomalies de la valve mitrale, c'est beaucoup plus rare. Elles peuvent être isolées ou s'intégrer dans un syndrome polymalformatif qui est le syndrome de Schoen. Je passe sur les détails, ce n'est pas l'objectif de notre présentation. La coarctation peut être également une lésion compliquant une cardiopathie complexe. Et là aussi, je passe, je ne rentre pas dans les détails. Alors, la physiopathologie de la coarctation est variable, car son spectre anatomique est très variable, avec différents degrés de sténose, différentes anomalies intracardiaques associées, et les variables, elles vont dépendre aussi du moment de fermeture du canal artériel, et surtout de la rapidité de progression de la post-charge imposée par la coarctation. Donc, pour faire simple, on peut distinguer 2 schémas physiopathologiques, 2 formes cliniques corollaires. La forme néonatale où la coarctation est sévère, souvent associée à un obstacle du cœur gauche, notamment une hypoplasie de l'arche aortique, avec ou sans CIV. Et dans ces conditions, l'augmentation de la post-charge va se majorer de façon aiguë avec la fermeture rapide du canal artériel. Donc, le myocarde néonatal n'a pas le temps de s'adapter, il n'a pas le temps de s'hypertrophier. Une dysfonction ventriculaire va s'installer et le nouveau-né va présenter rapidement une insuffisance cardiaque gauche. Il va présenter un état de choc en rapport avec une hypoperfusion du bas du corps au-dessous de la coarctation, avec hypoperfusion rénale, hypoperfusion digestive. Donc, ce sont des nouveau-nés qu'il faut réanimer, bien sûr. Alors, l'aggravation, comme j'ai dit, coïncide avec la fermeture du canal artériel. Et donc, on a en général un temps de latence de 7 à 15 jours où il est crucial de poser le diagnostic avant la décompensation qui peut être mortelle. Alors, sur le plan clinique, faites attention, les critères qui évoquent le diagnostic de la coarctation
peuvent ne pas être évidents, notamment la discordance entre le pouls radial et le pouls fémoral. Tous les pouls vont être diminués une fois l'insuffisance cardiaque installée. De même, pour le gradient de pression membre supérieur, membre inférieur, il peut disparaître ou sembler minime pour les mêmes raisons. Alors sinon, pour la désaturation des membres inférieurs, ce n'est pas un critère diagnostique, c'est un critère de gravité. Ça témoigne d'une ductodépendance systémique, c'est-à-dire que le nouveau-né a besoin du flux en systole, du flux du ventricule droit en systole, pour vasculariser l'aorte descendante via le canal artériel, parce que le ventricule gauche est très défaillant, parce qu'il y a des obstructions étagées. Donc ce n'est pas un critère diagnostique. D'ailleurs, la plupart des coarctations, on n'a pas cette différence de saturation entre les membres supérieurs et les membres inférieurs. Alors, à côté de la forme néonatale, il y a les formes à révélation tardive où la coarctation est peu serrée, sa progression est lente, et donc ce sont des patients qui ne vont pas présenter d'insuffisance cardiaque à la période néonatale. Ils vont survivre à cette phase d'adaptation en développant une hypertrophie ventriculaire gauche, en développant des collatérales artérielles pour contourner l'obstruction aortique. Et donc, les manifestations cliniques vont être atténuée et on peut passer rapidement à côté du diagnostic jusqu'à un stade tardif, voire même jusqu'à l'âge adulte. Et là, vraiment, l'examen clinique a toute son importance pour le dépistage précoce des coarctations de l'aorte. Il faut palper systématiquement tous les pouls fémoraux, mesurer la pression artérielle au niveau des 4 membres de façon routinière dans notre pratique de tous les jours. Alors, on aura une hypertension de la partie supérieure du corps et un gradient de pression entre le membre supérieur droit et le membre inférieur, un gradient de pression supérieur à 20 mm de mercure est très évocateur du diagnostic. Mais attention, en présence de collatérales significatives, ce gradient peut diminuer, bien sûr. La discordance entre le pouls huméral qui va être ample et le pouls fémoral faible est également un élément clé diagnostique. Alors, l'échocardiographie transthoracique va permettre en général de confirmer la suspicion clinique et c'est sur la coupe suprasternale que l'on visualise le mieux la coarctation, comme vous le voyez ici avec cette sténose juste après le départ de la sous-clavière gauche et cet aspect tortueux. Et le diagnostic va être confirmé par cette accélération au Doppler couleur, cet aliasing à travers la zone coarctée. Au Doppler continu, on a cet aspect typique que vous connaissez avec une accélération systolique et une extension diastolique qui a beaucoup plus de valeur diagnostique que le pic de vélocité systolique. Un gradient de pression supérieur à 20 mm de mercure indique en général une sténose serrée. Mais vous savez très bien que ce gradient peut être surestimé en présence de lésions obstructives étagées, en cas de coarctation sur un long segment. Et là, il faut tenir absolument dans nos calculs de la vitesse juste en amont de la coarctation en utilisant l'équation modifiée de Bernoulli. Dans l'autre sens, les gradients vont être sous-estimés en présence de collatérales significatives, en présence d'un canal artériel ouvert. Donc, on va avoir peu de gradients ou carrément pas de gradients alors que la sténose est serrée. Donc, c'est toute la valeur diagnostique de cette extension diastolique du flux. Alors, j'ouvre la parenthèse pour dire que à la période néonatale, lorsque le canal artériel est toujours ouvert, le diagnostic de la coarctation peut être difficile parce que ça fausse l'anatomie, ça fausse l'appréciation précise des gradients et en plus, la coarctation peut ne pas se développer complètement qu'après la fermeture du canal artériel. Donc, il faut savoir répéter les échographies jusqu'à fermeture complète du canal artériel avant de confirmer ou infirmer le diagnostic. Un autre paramètre pour le diagnostic positif, c'est le flux au niveau de l'aorte abdominale. Il est moins pulsatile, continu, de faible vélocité. Alors, une fois le diagnostic positif,
posée, il faut étudier l'ensemble de l'aorte. Et on a la chance chez le nouveau-né et le nourrisson d'avoir de belles images, à la différence de l'adulte, de belles images de l'aorte entière avec le départ des gros vaisseaux. Donc il faut mesurer les différents segments, l'aorte ascendante, l'arche proximale, distale et l'isthme aortique, calculer le Z-score, préciser le rapport de la coarctation par rapport aux vaisseaux des membres supérieurs, notamment l'artère sous-claviculaire gauche. Préciser si la coarctation est isolée ou associée à une hypoplasie de l'arche aortique, comme on le voit sur cette image. Alors pour l'hypoplasie de l'arche, la définition est controversée, mais retenez qu'en pratique, un Z-score inférieur à -2, c'est en faveur de l'hypoplasie de l'arche, et de façon beaucoup plus pratique, un diamètre de l'arche inférieur au poids plus 1 mm définit l'hypoplasie. Ça veut dire que si vous avez un nourrisson de 4 kg, un diamètre inférieur à 5 mm est en faveur d'une hypoplasie de l'arche. On peut analyser également sur cette coupe d'autres paramètres qui sont particulièrement intéressants lorsque le canal est toujours ouvert et quand on n'arrive pas à se prononcer sur le développement ou pas de la coarctation, comme je viens de le dire. C'est le déplacement distal de la sous-clavière gauche avec augmentation de la distance carotide commune sous-clavière gauche. Et donc, lorsque l'index diamètre de l'arche distale sur la distance carotide commune sur distance carotide commune gauche sous clavière gauche est inférieure à 1,5, c'est un facteur très prédictif de développement de coarctation. De même, on peut utiliser le rapport diamètre de l'isthme aortique sur le diamètre de l'aorte descendante lorsqu'il est inférieur à 0,64, donc il faut faire attention, il ne faut pas lâcher les nouveau-nés. L'association possible à d'autres anomalies congénitales rend prudent l'étude complète et détaillée de l'anatomie intracardiaque. J'insiste sur la bicuspidie aortique, donc il faut chercher une bicuspidie aortique. Déterminer son type, c'est important pour le suivi. Le canal artériel, il faut préciser s'il est ouvert ou pas, particulièrement à la période néonatale. Déterminer le sens du shunt à travers le canal. Et je précise que pour parler de ductodépendance, il faut qu'il y ait un shunt droit-gauche en systole, pas en diastole. Étudier bien sûr le retentissement de la coarctation sur le ventricule gauche, est-ce qu'il est hypertrophié ou pas. Étudier la fonction systolique avec les différents paramètres que vous connaissez. Ne pas oublier la fonction diastolique, c'est très facile chez le nouveau-né. Pratiquement tous les nouveau-nés ont un foramen ovale perméable et donc un flux véloce à travers le foramen ovale est un élément de mauvais pronostic parce que ça témoigne d'une élévation des pressions télédiastoliques gauche et donc d'une élévation des pressions pulmonaires postcapillaires. Donc c'est un élément de mauvais pronostic, même si la fonction systolique est normale. Une imagerie de coupe peut être nécessaire, pas pour le diagnostic positif, mais plutôt pour décrire une anatomie précise de l'aorte, pour décrire la collatéralité et pour orienter ainsi la stratégie thérapeutique, qu'elle soit chirurgicale ou interventionnelle. Cette imagerie de coupe est très utile chez le grand enfant, voire indispensable chez l'adulte, parce qu'on n'a pas, comme j'ai dit, ces belles images de l'aorte, comme chez le nouveau-né et le nourrisson. Alors, on arrive au traitement. Actuellement, on dispose de plusieurs options thérapeutiques et le choix sera discuté par l'équipe selon, bien sûr, l'âge du patient, l'anatomie sous-jacente et, bien sûr, l'expertise de l'équipe. À la période néonatale, il faut savoir identifier les coarctations critiques, bien sûr qu'il faut mettre sous prostaglandine, réanimer et stabiliser avant la correction chirurgicale. Une angioplastie par ballonnet peut être envisagée à titre palliatif pour stabiliser le patient avant de l'adresser à la chirurgie, qui reste, comme j'ai dit, le traitement de base et qui doit être fait à la période néonatale. Sinon, pour les coarctations qui vont aller bien en période néonatale, il faut les corriger à l'âge de 3 mois. Pour les coarctations qui ont échappé au diagnostic précoce, tant que le poids est inférieur à 20 kg, la correction chirurgicale reste le traitement de base. Une angioplastie par ballonnet seul peut être discutée s'il s'agit d'une coarctation isolée sans hypoplasie de l'arche.
La chirurgie doit être faite au moment du diagnostic et le plus tôt possible. Et de façon pratique, on opte pour une angioplastie avec stenting dès que l'enfant a un poids suffisant pour mettre un stent qui peut être étendu à une taille d'âge adulte. Et puis des réinterventions seront planifiées pour dilater le stent à mesure que l'enfant grandisse. Au-delà de 20 kg chez l'adulte, la chirurgie devient difficile avec l'apparition des collatérales. Alors, quelle technique chirurgicale utiliser? Ça dépend avant tout de l'anatomie de l'arche aortique et du degré de l'hypoplasie de l'arche. Je parle bien sûr des coarctations isolées sans lésion intracardiaque associée. Alors, lorsqu'il s'agit d'une coarctation isolée, sans hypoplasie de l'arche, c'est la technique de Crawford. On part par thoracotomie gauche, on réalise une section suture termino-terminale, comme vous le voyez ici, avec bien sûr résection de tout le tissu ductal. Dans les hypoplasies sévères de l'arche, là, on est obligé d'aller par sternotomie pour une meilleure exposition et réaliser une aortoplastie par patch. On n'est pas du tout sur le même risque opératoire, c'est une chirurgie beaucoup plus lourde avec CEC, hypothermie, voire cannulation des artères à destinée cérébrale. Et dans les formes intermédiaires, là, on peut réaliser ce qu'on appelle un Crawford modifié avec des sections transverses et anastomose en biais étendu permettant d'élargir l'arche distale. Alors, en conclusion, je dirais qu'on continue de poser le diagnostic de coarctation de façon tardive. Ça impacte lourdement la mortalité et la morbidité cardiovasculaire. Un diagnostic précoce, voire un diagnostic prénatal, diminue la mortalité et améliore la survie. Au Maroc, les médecins qui font l'échographie fœtale sont comptés au bout des doigts. L'évolution des techniques chirurgicales et interventionnelles, l'amélioration aussi de la réanimation a considérablement amélioré le pronostic. Et là aussi, il faut qu'on développe au Maroc encore plus le cathétérisme interventionnel chez l'enfant et les tout-petits. Et pour finir, je dirais que même réparée, la coarctation comparée à une population générale, la survie, comme vous voyez sur cette courbe, reste moins bonne. Ce sont des malades à surveiller à vie, c'est une maladie à vie. Et je vous remercie. Merci. Merci Sihem pour ta superbe mise au point sur les coarctations de l'aorte. Ça m'a ramené quelques années en arrière et ça m'a rappelé nos staffs hebdomadaires du service de cardiologie B qu'on a passé ensemble pendant quelques années, du mardi et du jeudi. Merci beaucoup et bravo. Et à mon tour de remercier l'AMCAR, toute l'équipe de l'AMCAR et avec à sa tête le professeur Saïd Shraibi, mon ami qui nous a mis la pression pour être sur place et je ne le regrette pas parce que ça nous donne un petit esprit du temps d'avant, le temps où on se retrouvait en congrès tous ensemble. Merci Saïd et bravo et félicitations donc pour cette belle organisation. Et rapidement, j'ai le privilège et l'honneur d'introduire notre maître et ami professeur Damien Bonnet, chef de service de cardiologie pédiatrique à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris, professeur à l'université Paris-Descartes, responsable du centre de référence national des cardiopathies complexes, M3C, de l'hypertension artérielle pulmonaire de l'enfant et des cardiopathies héréditaires de l'enfant. Et il est aussi responsable du nouveau centre des cardiomyopathies de l'enfant à Paris. Donc Damien Bonnet n'est plus à présenter au Maroc. C'est un ami de longue date qui fait beaucoup pour le développement de la cardiologie congénitale au Maroc pour les enfants marocains, aussi bien chez nous qu'à Paris. Merci Damien pour tout ce que tu fais. Et je te passe rapidement la parole donc, pour nous parler des anomalies congénitales de la valve tricuspide.
Damien, à toi la parole. Oui, merci beaucoup Leïla. Je vous avais perdu pendant un instant. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Parce que moi, c'est bon? D'accord. Oui, ça passe très bien. Bonsoir à tous. Comment? C'est bon, on t'entend très bien. D'accord, bon, très bien. Bonsoir à tous. Eh bien, effectivement, c'est toujours une déception depuis quelques mois de ne plus venir vous voir les uns et les autres. Et je suis toujours ravi de participer à vos congrès et j'espère que nous allons pouvoir discuter maintenant donc de ces anomalies d'avage tricuspide. C'est un sujet que le professeur Schreiby m'a proposé. Je pense que c'est parce que nous avons eu l'occasion dans nos consultations communes de voir un certain nombre d'enfants avec des anomalies d'avage tricuspide et que c'est un sujet qui est assez particulier à la cardiologie congénitale, mais qui est aussi un sujet difficile en termes de diagnostic, et puisque ce n'est pas la maladie la plus fréquente et la plus simple à analyser, on va dire, même s'il y a quand même un certain nombre de standards que je vais essayer de vous montrer. Donc, les anomalies de lavage tricuspide, là vous voyez une pièce anatomique qui est en train d'être observée par le professeur Houillel. Et en fait, en cardiologie congénitale, on peut voir des anomalies d'une assez particulière, puisque vous voyez ici qu'il y a une valve tricuspide qui est en partie insérée dans le ventricule gauche. Donc, je terminerai par ça, mais on va commencer par des choses peut-être un peu plus amusantes. Donc, cette photo qui m'a toujours plu, parce que je trouve qu'elle est extrêmement gaie. En cardiologie congénitale à Genève, chez mes amis Beat Friedli et Maurice Beghetti. Maurice Beghetti qui a maintenant succédé à Beat. Et donc, vous voyez le président jeune, et voilà ce qu'il est devenu. Il est devenu extrêmement élégant, très chic, et je suis fier qu'il soit mon ami. Mais pour ne pas être en reste, voilà, je vous montre cette photo, qui est une photo avec mon maître, le professeur Daniel Sidi, que beaucoup d'entre vous ont connu et qui a été aussi un enseignant remarquable. Et puis, voilà ma tête, ce que je suis devenu aussi. Donc, merci Saïd et vous tous pour cette invitation. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est celui de la valve tricuspide. Donc, la valve tricuspide, elle va se former de façon assez complexe à partir du canal atrioventriculaire, et je vous montre ici avec la flèche, pas celui de la malformation, regarde exclusivement le ventricule gauche. Puis, au cours du développement, va se former l'entonnoir tricuspidien avec la bandelette primitive, et cet entonnoir va progressivement se creuser, vous voyez ici avec la flèche rouge, puis le canal atrioventriculaire va finalement migrer pour se trouver en face du futur ventricule droit avec les bandes que vous connaissez dans le ventricule droit, c'est-à-dire la bande septale, puis la bande modératrice dirigée vers la voie d'éjection qui sépare la portion d'admission de la portion d'éjection du ventricule droit. Le deuxième événement de formation de la valve tricuspide, c'est celui de la délamination des feuillets, qu'on observe aussi à gauche, mais qui est plus important à droite dans le cœur embryonnaire. Et cette délamination, c'est la séparation du feuillet valvulaire du myocarde sous-jacent par de l'apoptose cellulaire, et qui va progressivement créer ce qu'on observe finalement sur le plan anatomique, c'est-à-dire les cordages tendineux qui vont relier le feuillet valvulaire à la paroi, et puis bien sûr le feuillet lui-même. Sur le plan chronologique, le feuillet antérieur et postérieur se délamine d'abord et le feuillet septal en dernier. C'est ce qui expliquera, comme on le verra tout à l'heure, ce qu'on voit dans la malformation d'Epstein. Pour commencer, un tout petit rappel anatomique que bien sûr, je ne vous fais pas l'affront de détailler, mais vous connaissez bien le feuillet antérieur de la valve tricuspide, qui est le plus vaste, dirigé essentiellement vers la chambre de chasse,
le feuillet septal, en grande partie en relation avec le septum interventriculaire, mais aussi un petit peu avec la paroi postéro-basale du ventre droit, et puis en jaune, finalement, le feuillet postérieur, qui est souvent le plus difficile à voir en échographie, ou le plus difficile à analyser. Mais chez l'enfant, on a un peu plus de facilité. Et donc, sur le plan anatomique, on voit bien que la valve tricuspide est une valve qui est, on va dire, relativement chiffonnée. On peut donner l'impression, il y a un chirurgien qui modère cette séance, c'est une valve qui ressemble peut-être à une sorte de mouchoir qui est jeté dans l'entrée du ventricule droit, et donc il va falloir savoir se débrouiller quand il faut la réparer. Et vous voyez ici, par exemple, qu'on voit très bien une commissure entre le feuillet antérieur et le feuillet septal, mais que celle qui serait à définir entre le feuillet septal et le feuillet postérieur est bien délicate. Est-ce qu'elle se situerait là ou ici? C'est plus difficile à voir. En tout cas, c'est une anatomie qui est difficile et extrêmement variable. Quand on fait de l'échographie, c'est un peu difficile aussi. Bien évidemment, tous les échographistes savent très bien regarder la valve tricuspide, mais une cavité, et bien sur la cavité, on va avoir la coupe qui va passer par le feuillet antérieur, le feuillet antérieur qui est situé là, et beaucoup de gens pensent que c'est le feuillet postérieur, et par le feuillet septal, lui, qui est plus facile à identifier. Le feuillet postérieur ne peut pas être vu sur une coupe 4 cavités standard, et c'est ce qu'on voit ici. Et donc, les deux feuillets qui bougent, le feuillet septal, bien délaminé, et le feuillet antérieur de la valve tricuspide. Mais aussi le feuillet septal, on peut, à partir de la parasternale grand axe, basculer vers le ventricule droit, et à ce moment-là, on a la coupe qui permet de voir antérieur et feuillet postérieur. Et voici quand ça bouge, le feuillet septal, ça dépend quelle est la proximité qu'on peut avoir avec le sternum sur cette coupe. Petit axe avec le ventricule droit qui s'enroule autour de l'aorte permet de voir le feuillet septal et le feuillet antérieur. Et donc là, la coupe que j'ai mise, c'est celle où on voit le septal. Avoir un problème de connexion. On a perdu Damien. Ah. Ouais. J'avais un problème de connexion, oui. Je ne sais pas. Oui, là c'est bon. Là on t'entend, Damien. Que je rencontre le plus fréquemment en pathologie d'adultes, même si je discuterai d'autres maladies rares. C'est bon? Oui. La malformation d'Epstein, c'est une maladie rare dans le domaine des cardiopathies congénitales, puisque c'est à peu près 1% des malformations cardiaques, donc on n'en voit quand même pas beaucoup. Et cette malformation, c'est une absence de délamination du feuillet septal, mais aussi du feuillet postérieur, complètement exceptionnellement dans les formes les plus sévères du feuillet antérieur. Le degré de fuite de la valve tricuspide est extrêmement variable. Ça peut être une fuite tricuspide massive ou quasiment inexistante. Et sur le plan anatomique, on voit que ce qu'on appellerait éventuellement l'anneau tricuspide est déplacé, projeté vers l'apex du ventricule droit, mais on va voir aussi qu'il est basculé, et ce qui fait qu'on a une portion du ventricule droit qu'on appelle atrialisée. Et s'il y a bien sûr une fuite tricuspide, on va assister à une dilatation importante de l'oreiller droit. Il peut s'y associer un grand nombre de malformations sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais la plus classique est celle de l'atrésie ou la sténose de la valve pulmonaire. Sur le plan anatomique, voilà à quoi ça ressemble. On voit ici le feuillet postérieur de la valve tricuspide qui est attaché avec des cordages extrêmement courts à la totalité de la paroi, et puis le feuillet septal qu'on ne voit même pas, qui n'est pas du tout délaminé, et l'anneau tricuspide théorique qui est situé ici. On voit très bien aussi sur cette coupe-là l'aspect qu'on appelle le tethering du feuillet postérieur,
qu'on voit dans la malformation d'Epstein. Et ceci est lié donc à l'absence de délamination, et l'image anatomique que je viens de vous montrer correspond au schéma que je vous ai précédemment montré de la délamination de la valve tricuspide. Alors, il y a une définition pour parler de malformation d'Epstein du degré d'accollement, et on parlera de malformation d'Epstein quand la longueur de l'accollement du feuillet septal est de 8 mm par mètre carré de surface corporelle. En gros, visuellement, c'est très facile à voir. Même si on a ce décalage vers la pointe de la valve tricuspide dans un cœur normal, il est très exagéré dans la malformation d'Epstein, et dans les formes qui sont, on va dire, cliniquement signifiantes, l'accollement est évident à diagnostiquer. Il n'y a pas que l'aspect d'accollement et de déplacement vers l'apex de l'anneau, il y a aussi une rotation de l'anneau tricuspide. Ici, ce sont des degrés variables de rotation qui va projeter en fait l'anneau tricuspide sous la voie d'éjection du ventricule droit, et on va voir ça sur les images ultérieures. Et donc, la classification qu'on utilise le plus souvent est la classification de Carpentier. Je ne vous la lis pas, mais elle montre les différentes formes de malformation d'Epstein, avec le feuillet antérieur qui est dans les deux formes, les A et B, complètement délaminé et relativement libre, alors que dans la forme C ou la forme dite SAC D, le feuillet antérieur est attaché de façon serrée à la paroi antérieure du ventricule droit, voire non délaminé pour une partie du feuillet, et qui va conduire aux formes les plus sévères de cette malformation, dans lesquelles parfois le ventricule droit ne peut pas être utilisé puisqu'il est réduit à sa portion congrue située sous l'artère pulmonaire. Donc voilà ici une vue d'une malformation d'Epstein. On voit la valve tricuspide et on voit le petit accollement, mais vous allez voir dans une autre forme que ceci est plus évident. Donc voilà à nouveau une forme de type A où on voit un petit peu d'accollement du feuillet septal. Le feuillet antérieur, lui, est parfaitement mobile, et le feuillet postérieur, lui, est également très bien visible. Donc ça, c'est la forme mineure. La forme B est beaucoup plus spectaculaire en échographie, en particulier quand ça fuit, puisqu'à ce moment-là, on a une disproportion de taille tout à fait considérable entre les cavités droites et les cavités gauches. Et vous reconnaissez ici le feuillet septal, en grande partie accolé, avec une zone de non-coaptation qui est très vaste, sur laquelle il y a une fuite tricuspide massive, un petit bout du feuillet postérieur, et puis le feuillet antérieur qui est certes complètement délaminé, mais qui est suffisamment restreint par une attache distale pour créer cette déhiscence massive de la valve tricuspide. Le type C, donc une forme encore plus avancée, dans laquelle le feuillet antérieur est lui en partie accolé. Et là, c'est ce qu'on va voir ici. Vous voyez que le feuillet antérieur, le feuillet septal, lui, est invisible. Le feuillet antérieur est restreint, en partie attaché à la paroi antérieure du ventricule droit. Et puis enfin, le type D, où on ne distingue quasiment pas de valve tricuspide, puisque tous les feuillets sont attachés à la paroi. Donc, la malformation d'Epstein, c'est une malformation éminemment variable sur le plan anatomique, et c'est ce qui en fait la complexité de la prise en charge. Il faut distinguer la malformation d'Epstein de la dysplasie valvulaire tricuspide, dans laquelle il y a un vrai feuillet septal, mais qui est incomplètement délaminé, c'est-à-dire qui est attaché par des petits cordages souvent assez serrés sur le septum interventriculaire, mais par contre, le feuillet existe vraiment. Et il n'y a pas de rotation de l'anneau vers la chambre de chasse, ni de chambre atrialisée. Je vous montre à quoi ça ressemble. Vous voyez ici, chez un nouveau-né, le feuillet septal existe, il n'y a quasiment pas de décalage, enfin, il y a un décalage normal mitrotricuspide, et puis une zone de non-coaptation parce que le feuillet antérieur est lui aussi attaché, avec une fuite massive. Ça, c'est une maladie qu'on voit fréquemment chez les nouveau-nés, qui est souvent associée aux atrésies pulmonaires fonctionnelles. Voici une autre dysplasie valvulaire tricuspide, avec là une valve qui est épaisse. On voit bien le feuillet septal complètement délaminé. Et puis ici, le feuillet antérieur avec des cordages qui sont qui le restreignent un peu. Et il y avait également une fuite tricuspide très importante, une droite dilatée, une oreillette droite dilatée, mais pas de chambre atrialisée. La forme néonatale de la malformation d'Epstein, c'est une forme qui peut être extravert. Vous voyez cette radio qui est la radio qu'on voit dans les livres, avec le cœur qui va d'un grille costal à l'autre, un énorme ventricule droit et une énorme oreillette droite avec une chambre atrialisée très vaste, très souvent une atrésie pulmonaire organique ou fonctionnelle et une dépendance à la perméabilité du canal artériel, au moins au début de la vie, une prise en charge
de réanimation néonatale complexe que je ne vais pas détailler maintenant, mais sur laquelle on pourra revenir ultérieurement si vous le souhaitez. Et voici cette image de malformation d'Epstein ou de dysplasie tricuspide néonatale qui ont une physiologie proche avec la valve pulmonaire qui ne s'ouvre pas et le canal artériel qui perfuse la totalité de l'artère pulmonaire. Donc, ces formes néonatales, c'est un problème qui, on va dire, est très modeste en fréquence. Par contre, savoir s'il faut réparer la valve tricuspide d'une malformation d'Epstein d'un enfant plus grand ou d'un adulte est une vraie question. Et l'analyse de la valve tricuspide, sur laquelle je suis passé assez rapidement, va être importante pour connaître la quantité de tissu disponible, la mobilité et la muscularisation des feuillets, le degré de coaptation, la possibilité de restreindre l'anneau. Essayer de détailler l'anatomie de l'appareil sous-valvulaire, c'est très difficile. Et puis, bien sûr, apprécier la fonction du VD, mais aussi du ventricule gauche, pour savoir si on peut proposer une réparation ou si on doit éventuellement faire un remplacement dans certains cas. Donc, voici une forme assez impressionnante de malformation d'Epstein, mais où on voit le feuillet septal largement accolé, une zone de non-coaptation entre le septal et l'antérieur, mais un antérieur qui est très vaste, et un feuillet postérieur qui est en grande partie délaminé, que vous voyez ici sur la coupe que je vous montrais tout à l'heure. Et on voit ici cette sorte de grand voile sur la coupe en bas à droite, qui est le feuillet antérieur qu'on va peut-être pouvoir utiliser pour réparer la malformation. Et là, c'est la même chose, une zone de non-coaptation, un feuillet antérieur qui est complètement mobile et un anneau qui est dilaté avec une zone de non-coaptation, un feuillet septal totalement accolé. Donc ça, c'est typiquement des malformations qu'on va pouvoir réparer et avec souvent des bons résultats. On peut s'aider de l'IRM ou du scanner pour voir l'anatomie. Chez l'adulte, on s'aide beaucoup du scanner où on voit très bien l'anatomie de la valve tricuspide, mais c'est très irradiant. Chez l'enfant, on le fait peu. Et puis, si on veut faire de la quantification de volume, on peut aussi s'aider de l'IRM4 des flots, ici dans une malformation d'Epstein que nous avons réparée. L'intervention qui est prévue aujourd'hui, c'est essentiellement l'intervention de Cohn. Il y a bien d'autres techniques et je ne me permettrai pas de les critiquer l'une l'autre. L'intervention de Cohn, c'est celle qu'on utilise le plus souvent. Il faut l'imaginer comme la possibilité d'utiliser quasiment exclusivement le feuillet antérieur pour en faire une sorte de cône que vous voyez dessiné ici, qu'on va recoudre sur un anneau tricuspide qu'on aura réduit, comme vous le voyez sur ce schéma. Et ces opérations donnent des très bons résultats à court, moyen et long terme quand on en a posé les indications correctement. Voici un exemple préopératoire et post-opératoire de malformation d'Epstein. Vous voyez l'accollement du feuillet septal, des cordages très courts ici dans la partie apicale partiellement délaminée, le feuillet antérieur ici sur cette coupe 4 cavités, avec ici un résultat post-opératoire où vous voyez qu'on a utilisé le feuillet antérieur quasiment comme une monocuspe et il n'y a pas de fuite avec une anatomie du ventricule droit qui n'est pas loin d'une anatomie normale. Et voici en petit axe à quoi ça ressemble. On a l'impression qu'il y a une zone de non-coaptation. On voyait tout à l'heure que ça ne fuyait pas avec un feuillet antérieur qui fait la totalité de l'appareil valvulaire tricuspide. Donc ça, c'est la malformation principale, c'est celle qui va vous poser des problèmes en consultation essentiellement. Les autres anomalies de la valve tricuspide qu'on va voir, et je ne vais certainement pas toutes les passer en revue, sont des anomalies plus rares ou moins problématiques, mais je vais les évoquer brièvement avec vous pour que vous puissiez en reconnaître quelques-unes. La première, c'est une malformation rare, c'est-à-dire que le prolapsus valvulaire mitral, c'est une malformation que vous voyez très fréquemment. Par contre, le prolapsus valvulaire tricuspide, dans sa forme isolée, puisque là, il y avait chez cet enfant pas de prolapsus valvulaire mitral, c'est une malformation très rare. Elle peut se rencontrer dans des cadres syndromiques, en particulier le syndrome de Noonan ou des conjonctivodysplasies, dont font partie le syndrome de Loeys-Dietz ou le syndrome de Marfan. Mais le plus souvent, il y a des atteintes polyvasculaires. Des formes isolées sont tout à fait... Et vous voyez, c'était deux jeunes gens, des adolescents, qu'on a différentes formes avec des feuillets plus ou moins redondants, plus ou moins fuyants, et des réparations qui sont ici possibles puisqu'il y a beaucoup de tissus et la possibilité de réduire l'anneau. Une anomalie qui est le plus souvent qui est acquise, c'est la rupture d'un cordage tricuspide. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas dépister. Et dans mon expérience, le plus fréquent,
ce sont des enfants qui ont eu des cathétérismes en période néonatale, en particulier pour dilater des valves pulmonaires ou fermer des canaux artériels chez les prématurés, où on met des sondes assez rigides depuis la veine cave inférieure jusque dans l'artère pulmonaire, et la tension sur ces sondes est susceptible de casser des cordages tricuspides. Donc, il faut attentivement regarder les valves tricuspides des patients qu'on a cathétérisés à droite quand ils étaient tout petits. La fuite ici était très importante chez cet enfant de 1 an et qui a été secondairement opéré de cette rupture de cordage que j'espère vous voyez, puisqu'on voit le cordage qui passe dans l'oreillette droite. Il y a des sténoses tricuspides ou des maladies tricuspides qui sont à la fois sténosantes et fuyantes, c'est très rare, ça peut exister. Il y a une malformation qui est l'atrésie pulmonaire à septum intact, dans laquelle la valve tricuspide est souvent dysplasique et restreinte dans son ouverture, comme vous le voyez ici, ça ressemble à une sorte de sténose mitrale si on était à gauche, et on peut parfois avoir des problèmes de développement du ventricule droit et de dilatation de l'oreillette droite liés à cette sténose tricuspide congénitale dans l'atrésie pulmonaire à septum intact. Mais le plus classique, c'est quand on fait des réparations de canaux atrioventriculaires, qu'on n'a pas beaucoup de tissu à gauche, le chirurgien prend un peu sur le tissu à droite et risque de créer une maladie tricuspide à la fois sténosante et fuyante dans la réparation des canaux atrioventriculaires. Et donc ça, il faut que vous regardiez quand vous suivez des enfants s'il y a des sténoses du côté droit chez les patients qui ont eu des canaux atrioventriculaires opérés. Des malformations beaucoup plus difficiles, mais en fait assez faciles à reconnaître, mais difficiles à réparer, ce sont les straddling tricuspides. Et vous voyez ici que la valve tricuspide est en partie insérée dans le ventricule gauche. Et donc, certains de ces patients peuvent être réparés quand ils ont des ventricules droits suffisamment développés, et d'autres vont devoir être traités comme des cardiopathies univentriculaires. La fente de la valve mitrale, c'est une malformation classique, mais la fente de la valve tricuspide, c'est plus difficile à voir. Ça peut être, comme tout à l'heure, la rupture de cordage. Souvent, c'est le diagnostic qu'on fait, mais il y a d'authentiques fentes, en particulier du feuillet antérieur, et on voit très clairement chez cet enfant un trou comme un trou, ce n'était pas un trou, hein, c'est une fente, comme un coup de ciseau dans la valve du feuillet antérieur qui était fuyant, qu'on a observé puisqu'il y avait peu de retentissement, mais certains peuvent avoir à être opérés. Une malformation exceptionnelle, c'est l'absence de valve tricuspide. Donc l'absence de valve tricuspide a été décrite il y a très longtemps au Canada par Bob Freedom, et une malformation qui est, on pourrait considérer comme proche de la malformation d'Epstein, mais probablement qu'embryologiquement, ce n'est pas la même chose. Et bien évidemment, c'est une malformation catastrophique en termes de tolérance néonatale et qui peut conduire à des réparations univentriculaires chez des nouveau-nés, puisqu'on va souvent abandonner le ventricule droit qui n'a pas d'entrée, même s'il est présent et parfois relativement vaste, comme chez ce patient. Mais l'absence de valve tricuspide, dans la plupart des cas, dans notre spécialité, c'est plutôt l'atrésie de la valve tricuspide que vous voyez ici. On voit très bien les deux oreillettes et la valve tricuspide est réduite à un plancher, comme sur la coupe anatomique, et c'est la cardiopathie univentriculaire par excellence, puisque c'est dans une atrésie tricuspide que Francis Fontan avait fait pour la première fois une opération de Fontan, une dérivation cavo-pulmonaire totale. Et puis pour terminer, je crois, ou c'est mon avant-dernier exemple, ici, d'une anomalie qui était congénitale, mais qui n'est pas une malformation de la valve tricuspide. C'est une tumeur de la valve tricuspide, et donc on peut observer ça chez les enfants, mais aussi chez les adultes. C'est un fibroélastome de la valve tricuspide. Chez les adultes, vous connaissez beaucoup plus ça sur la valve aortique, mais on peut en voir sur la valve tricuspide des enfants. Et souvent, ça progresse et il va falloir l'enlever. Ce n'est pas de la chirurgie simple, mais c'est de la chirurgie qu'il va falloir faire parce que ces tumeurs sont des tumeurs extrêmement friables, comme vous pouvez le voir sur cette photographie, et qui risquent fort d'emboliser. Et puis, enfin, ce qu'on voit aussi en cardiologie congénitale, c'est que parfois la valve tricuspide n'est pas à droite. Et je vous montre l'exemple de cette malformation qu'on appelle la double discordance en français, mais que les anglo-saxons appellent la transposition des gros vaisseaux congénitalement corrigée, ou CCTGA. On a une discordance atrio-ventriculaire, et je ne vous l'ai pas montré sur la coupe, mais une discordance ventriculo-artérielle associée, qui fait que les patients peuvent aller très bien puisqu'ils ont une physiologie cardiaque normale, mais tout le problème va être celui d'une valve tricuspide
située en position systémique, ce que anatomiquement elle n'est pas faite pour supporter et dont la fonction va se dégrader avec le temps. Et toute la problématique de cette cardiopathie va être de préserver la fonction de cette valve que mon maître Daniel Sidi disait mal faite, parce que le bon Dieu avait eu le temps de s'occuper de la valve mitrale, mais il avait négligé la droite parce que le 7e jour approchait. Donc, elle est mal faite, et quand elle est du mauvais côté, eh bien, elle ne va pas garder toute la vie la compétence de la valve mitrale, et ça va être tout le problème de la double discordance. Voilà, je vais m'arrêter là, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci Damien pour cette très belle présentation didactique, un panorama de la valve tricuspide depuis l'embryologie jusqu'à l'âge adulte, qui témoigne un peu de la complexité de cette valve. Comme vous avez dit, nous, chirurgiens en péropératoire, déjà la valve normale, il y a une variabilité d'un individu à l'autre. Et des fois, on la qualifie carrément d'empreinte digitale de l'individu, la valve. Chaque personne a une valve, en cas de situation normale. Donc j'imagine dans les situations pathologiques la diversité des lésions qui se présentent à l'échocardiographie. Bien, donc on va ouvrir la discussion. On va certainement commencer avec la première présentation. Monsieur Damien, restez avec nous parce que l'objectif c'est de faire une sorte de table ronde, de faire un tour de questions. D'ailleurs, déjà, j'ai constaté une similitude entre les deux présentations, même si une c'est du côté gauche, l'autre du côté droit. En fait, cette variabilité dans l'expression clinique, cette polarité, d'une part, il y a les formes graves, extrêmement graves à la naissance, que ce soit coarctation, que ce soit Epstein, et d'autre part, les formes frustes découvertes fortuitement, que ce soit l'Epstein, que ce soit la coarctation. Bon, alors la première question, j'ai pour Dr Zaimi, vous avez parlé de dépistage. On sait très bien que c'est une pathologie qui s'annonce à la naissance. Parce que c'est à la fermeture du canal que les choses vont se... Donc on ne peut voir que les facteurs prédictifs d'une éventuelle coarctation. Quelles sont ces coarctations à votre... Tout à fait. Le dépistage anténatal va s'adresser à un certain groupe de patients à risque, notamment lorsque vous avez un antécédent dans la famille de coarctation ou d'obstacles sur le cœur gauche. Et le diagnostic prénatal reste difficile et c'est jamais sûr. Donc il faut suivre de près après la naissance. Et on a certains paramètres à l'écho dont j'ai parlé qui nous disent qu'il faut faire attention, notamment ce déplacement de l'artère sous-clavière, ces indices qu'on calcule. Lorsque vous avez un autre obstacle associé, des anneaux un anneau mitral de petite taille, un anneau aortique de petite taille, sont tous des éléments qui nous alertent. Il y a aussi le sinus coronaire dilaté. Peut-être que Damien a des précisions de plus par rapport au dépistage de la coarctation et par rapport à cette théorie de flux qui ferait le lit de ces coarctations néonatales. Oui, la coarctation, c'est effectivement une malformation qui est passionnante sur le plan du développement parce que il y a certaines coarctations qui sont d'authentiques malformations, qui surviennent dans un contexte malformatif, et puis il y a d'authentiques cardiopathies que j'appellerais fonctionnelles, c'est-à-dire qui, comme tu viens de le dire, Leïla, sont liées à une anomalie de répartition du débit sanguin fœtal, mais vous l'avez dit dans la présentation. Donc toute la difficulté du dépistage anténatal, c'est de savoir comment on est organisé, c'est-à-dire qu'un dépistage anténatal sans examen systématique du cœur pendant la grossesse normale, ça n'a pas beaucoup de sens et je pense qu'au Maroc, ce n'est pas encore organisé comme ça. En tout cas, il n'y a pas d'obligation, comme nous l'avons en France, d'examiner le cœur fœtal au 2e trimestre. Mais donc, ça veut dire que ce qui reste très important, et je pense que c'est un vrai message que vous avez aussi donné, hein, qui est que l'examen du nouveau-né
inclut la palpation des poux fémoraux, avec une limite que je ne sais pas discuter au Maroc, mais que je vais vous expliquer quelle est la limite pour nous en France, et que la plupart des mamans sortent des maternités à 3 jours de vie, et que la plupart des coarctations se constituent plutôt vers la fin de la première semaine, quand elles mettent la vie des enfants en péril. Et donc, les coarctations se constituent au domicile, quand il n'y a pas eu de dépistage. Donc, c'est ça la difficulté. Donc, il y a probablement un message pédiatrique ou une stratégie pédiatrique qui pourrait suggérer que les enfants soient examinés une fois à la fin de la première semaine, pour beaucoup d'autres choses que la palpation des poux fémoraux, mais en particulier pour ça. Donc, toujours une question pour Sihem par rapport à l'aortopathie dans la coarctation. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Est-ce qu'il y a des messages à donner aux cardiologues? Comme tout le monde sait maintenant que l'aorte est atteinte dans la bicuspidie, mais pour la coarctation, peut-être que tout le monde ne sait pas qu'il faut continuer de surveiller les patients. Donc effectivement, on peut pas, j'ai pas eu le temps de parler du suivi, mais la coarctation, il ne faut pas considérer la coarctation comme une maladie focale, mais plutôt une aortopathie. Même après une correction de l'aorte, on peut avoir avec le temps l'apparition de plein de complications, notamment de l'hypertension artérielle, alors que l'obstacle est déjà levé. Et cette hypertension artérielle est expliquée entre autres par une réactivité de la paroi aortique qui est altérée. Et il y a aussi les anévrismes intracérébrales. C'est pour ça qu'on considère la coarctation comme une aortopathie générale. D'accord ? Il y a aussi l'origine embryonnaire entre la valve aortique, la même origine embryonnaire entre la valve aortique, l'aorte ascendante et les artères intracérébrales, donc qui explique en partie cette maladie généralisée. Une troisième question. Concernant l'association d'une sténose, une bicuspidie sténosante et une coarctation de l'aorte, comment gérer cette situation? Je sais qu'à Necker, il y a longtemps, ils avaient un papier sur les... En fait, c'est une détresse néonatale. Quand l'enfant a une coarctation serrée, une sténose aortique, il ne faut pas commencer par lever la coarctation parce qu'il y a un risque, soi-disant, de perfusion coronaire. Une fois le barrage de coarctation levé, le patient risque de faire. Donc il faut absolument ne pas commencer par coarctation. Est-ce que vous avez une idée chez l'adulte comment... Chez l'adulte, on peut pas aller... Chez l'adulte, il faut aller en 2 temps. Il faut commencer d'abord par la valve aortique et éventuellement aborder la coarctation par la suite. Je ne sais pas si... Professeur Bonnet a quelques explications à nous donner. C'est difficile. En fait, tout le problème, c'est de savoir si les coronaires sont normales ou pas. Donc, chirurgicalement, faire une coarctation chez un adulte, c'est très compliqué. Moi, je ne suis pas chirurgien, mais... Quand je suis déjà allé au bloc, la paroi elle est presque transparente, hein, donc c'est vraiment très délicat. Donc les coarctations de l'adulte, on les traite par voie percutanéenne. Donc après, si le patient n'est pas coronarien, je pense qu'on peut raisonnablement lever partiellement la coarctation et faire la valve aortique, parce que faire une opération en circulation extracorporelle avec une coarctation, c'est pas tout simple. Je suis pas sûr que le malade qui est plein de collatérales dans le thorax soit facile à refroidir. En tout cas, je pense que c'est une vraie question stratégique et qu'il faut s'interroger pour chaque patient. Mais je prendrais comme précaution d'avoir une documentation de l'anatomie coronaire, effectivement, avant de lever la coarctation quand le patient a une sténose aortique. Le problème, c'est un problème d'anesthésie. Quand on commence par une coarctation avec un rétrécissement aortique serré, l'anesthésiste va un peu souffrir pour gérer un rack serré, enfin, sténose aortique, changement de position, c'est pas évident. Hein.
Bon, heureusement qu'il y a effectivement la solution des traitements percutanés. On peut faire effectivement un traitement, le lever de l'obstacle coarctation et opérer après. Tout à fait. Ok. Je vais profiter de la présence du professeur Damien Bonnet pour deux petites questions, toujours dans le domaine de la coarctation. D'abord, la place du scanner, même chez le nouveau-né et l'enfant, dans votre pratique. Nous, on a la main un petit peu facile quand on a du mal à voir l'étendue de la coarctation, dans les hypoplasies notamment. Qu'en est-il dans votre pratique quotidienne? Et la deuxième question, c'était par rapport à la dilatation donc, de la coarctation chez le grand enfant. Est-ce qu'il y a un âge limite à partir duquel on dilate? On peut dilater les coarctations natives chez les enfants et la mise en place de stents ou non? Est-ce qu'il y a un âge aussi ou est-ce qu'on n'en met pas en général? Donc c'est pour que les cardiologues aussi aient des messages clairs. Alors, là-dedans, tout ce que je vais dire est discutable. Donc, je vais vous dire comment on fait nous, mais on peut tout le temps discuter et dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que une seule chose est sûre, c'est que décrire l'anatomie de la crosse de l'aorte chez un nouveau-né, c'est de l'écho. Donc, nous, on fait jamais de scanner. Jamais, jamais, jamais de scanner. Chez des enfants de moins de 2-3 mois, on décrit l'anatomie au demi-millimètre près en échographie avec une précision nettement meilleure que le scanner. Nettement meilleure. Et donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire un scanner pour faire le diagnostic de coarctation de l'aorte chez un bébé, un petit bébé. Après, une fois qu'on a franchi quelques mois, je ne vais pas donner de limite, mais voilà, on va dire au-delà de 6 mois, ça peut être plus difficile. Mais il faut savoir quelle est la question. La question, c'est de savoir si on doit réparer par devant ou par le côté. Donc, si c'est ça la question, c'est complètement exceptionnel, en dehors de malformations cardiaques congénitales complexes associées, que l'aorte soit tellement hypoplasique qu'on doive la réparer par devant chez un enfant qui est grand. Voilà. Donc, en gros, pour faire le diagnostic et guider le chirurgien, on n'a quasiment jamais besoin de scanner. Quasiment jamais. Donc, après, il y a dans des cardiopathies complexes, c'est-à-dire quand il y a des associations malformatives, ce que je viens de dire n'est pas vrai. Parce qu'à ce moment-là, le degré d'extension de l'hypoplasie, la nécessité de passer par devant, en gros, la stratégie, peuvent nécessiter qu'on ait une imagerie multimodalité. Donc, dans les coarctations isolées, on fait quasiment jamais de scan. La deuxième chose, c'est on ne dilate les coarctations du petit enfant que quand ils sont en péril. Sinon, le traitement est chirurgical. Très bien. Donc, on dilate des bébés qui sont en défaillance multiviscérale et qu'on n'arrive pas à rattraper en ouvrant le canal artériel avec de la prostine. Mais les autres, on ne les dilate pas. Ensuite, quand les enfants sont plus grands, et donc c'est toute la difficulté, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire grand. Donc, en gros, si l'enfant a une coarctation serrée, il va avoir des collatérales, il pourra être opéré assez simplement, sans qu'il y ait trop de difficultés et sans trop de risque de paraplégie, enfin avec un risque mineur de paraplégie, je devrais dire. On va dire, c'est un peu à la louche, hein, mais je dirais jusqu'à prépubère, moi je ferais de la chirurgie. Et après, on met des stents. Voilà. Ok, on passe à la... Et on met des stents parce qu'on peut éventuellement les dilater après. Et donc, on a des très bons résultats. Donc, nous, on va dire à partir de 12 ans, on va traiter par voie percutanée les coarctations diagnostiques tardifs. On passe à la... Pardon oui. Allez-y. C'est bon, oui. On passe à la deuxième... Non, je disais, je veux dire, c'est juste discutable. Voilà. Très bien.
On passe à votre présentation, la valve tricuspide. Restez avec nous, Dr Zaimi, peut-être si vous avez un commentaire. Alors, j'ai une première question qui vient d'atterrir. Dans quelle situation opérer la valve tricuspide à la naissance et comment? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Doit-on faire une étude génétique systématique devant une coarctation? Ça, encore la coarcte. Deux petites questions, hein. La première concerne la tricuspide et la deuxième la coacte. On va commencer par la valve tricuspide. Alors la chirurgie tricuspide à la naissance, c'est vous le chirurgien. Moi, je dirais, il y a, comme dans beaucoup de situations, il y a bien sûr des gens qui ont eu, qui ont marché sur la Lune, c'est-à-dire qu'ils ont fait de la chirurgie tricuspide, comme ils ont réussi une fois, ils ont fait un papier, et donc c'est dans la littérature. Bon, c'est l'enfer. C'est minuscule, c'est très très difficile. Dans des situations, on va dire, catastrophiques, on peut discuter d'y aller parce qu'on n'a pas d'autre solution. Il y a quand même très souvent la solution de la fermer, enfin de la fermer, c'est pas facile, mais de fermer l'orifice tricuspide et de partir sur une stratégie univentriculaire. Voilà. Si on veut sauver la vie dans une situation extrême, c'est difficile chez le petit, enfin vous répondrez mieux que moi, mais il vaut peut-être mieux dans ces situations extrêmes fermer l'orifice tricuspide et partir sur une stratégie univentriculaire plutôt que d'essayer de réparer. Ou en tout cas, nous, on l'a eu fait de réparer la valve tricuspide, et exceptionnellement avec des bons résultats, mais l'indication se pose très rarement. À l'exception de la rupture du cordage que je vous ai montré, où là, c'est moins compliqué, mais c'est pas congénital, on va dire, c'est de la iatrogénie. Ça paraît logique parce que souvent on est dans un contexte d'atrésie pulmonaire associée, que ce soit une atrésie fonctionnelle ou organique. On est pratiquement dans le traitement de l'atrésie pulmonaire. Voilà. La deuxième question, faut-il faire un test génétique? On revient un peu en arrière chez les coactations. En général, quand on a une CIV associée, il faut faire l'analyse génétique parce que l'éventualité, en général, c'est une maladie conotroncale et donc les anomalies génétiques sont là et il faut faire l'étude génétique. Mais je pense qu'une coarctation isolée sans CIV, on ne fait pas d'anomalie génétique. Professeur d'études génétiques. Professeur nous dira, professeur Bonnet nous dira ce qu'il en pense. Sauf si c'est une petite fille de petite taille. Vous l'avez dit dans votre topo, il y a un seul truc, c'est les filles avec la syndrome de Turner. C'est ça, oui. Donc, vous l'avez bien indiqué, je pense que vous l'avez dit en prénatal, mais en prénatal, je pense que ça pose un vrai problème éthique. Le diagnostic prénatal du syndrome de Turner, c'est pas le lieu de le discuter ici. Mais par contre, en postnatal, c'est important chez une petite fille qui a une coarctation, de regarder, pas ça, parce que sa vie va être un petit peu différente, pas sur le plan cardiaque, mais pour d'autres raisons. Damien, il y a une question qui est tombée, mais que je voulais aussi poser, c'est est-ce qu'il y a une explication à l'association de la non-compaction du VG avec la maladie d'Epstein sur le plan génétique? Il y a eu des... Alors, sur le plan génétique, sur le plan génétique, je n'en ai pas contre. Même si on spécule, tout ça, ce sont des anomalies, je dirais, de développement du myocardique. C'est-à-dire qu'il faut entendre la malformation d'Epstein ou d'autres malformations, même l'atrésie pulmonaire aseptomatale ou certaines dysplasies tricuspides, comme des anomalies de développement myocardique. Et donc, il y a aujourd'hui un vrai chevauchement pour un certain nombre de gènes entre, on va dire, cardiomyopathie ou aspect anatomique des ventricules et anomalies structurelles, que ce soit des valves ou les CIV, par exemple. Si vous êtes attentif, vous trouverez chez pas mal d'enfants qui ont de la non-compaction des petites communications interventriculaires. Et donc, on a ce genre de pistes. Il y a plusieurs laboratoires dans le monde, dont un dans mon institution qui travaille sur le développement cardiaque précoce et qui sont capables de produire des souris avec des cardiomyopathies de différentes natures et des malformations associées pour un même gène.
même mutant murin. Donc oui, il y a une logique à ça. Mais par contre, il n'y a pas de gène que je connaisse personnellement chez l'homme. Une question d'ordre un peu stratégie chirurgicale pour les Epstein qui sont, quand on sait que ce n'est pas un problème valvulaire uniquement, c'est un problème de tout le cœur droit, du ventricule droit en tout cas, avec un problème musculaire. Et souvent, le ventricule droit est défaillant dans les formes un peu classées D ou peut-être C de la classification de Carpentier. Donc, combien de proportions vous imaginez qu'on peut exclure le VD, enfin l'assister par une dérivation cavopulmonaire partielle? Est-ce que vous avez une idée sur cette stratégie? Oui, donc il y a donc, dans les formes où tous les feuillets sont accolés, on va tout de suite aller vers une stratégie univentriculaire. Toute la difficulté, c'est que cette classification, c'est un spectre, hein, il y a une sorte de continuum. Donc, il ne faut pas non plus négliger la possibilité de faire ce qu'on appelle 1,5 ventricule, c'est-à-dire de pallier la cyanose par une dérivation cavopulmonaire partielle, et puis voir si le ventricule droit résiduel est capable, pendant la croissance de l'enfant, d'assurer la quasi-totalité du débit qui arrive par la veine cave inférieure. Donc ça, cette stratégie-là a été faite. Il y a aussi des chirurgiens qui ont mis au point des stratégies de réparation de la valve tricuspide par différentes techniques, que ce soit le cône ou les techniques précédentes, et en y associant une dérivation cavopulmonaire partielle. Donc c'est là où je pense que les nouvelles techniques d'imagerie, comme le 4D Flow, vont nous permettre de prédire un certain nombre de choses sur la stratégie. L'abandon complet du ventricule droit dans la malformation d'Epstein, c'est bien sûr une possibilité, hein, mais c'est les formes qu'on appelle SAC vulgairement, hein, type D, c'est vraiment pas fréquent. Mais dans votre pratique, est-ce que c'est des situations programmées ou bien c'est des solutions de sauvetage au bloc opératoire, impossibilité de sortir Ah non, je pense qu'il faut que ça soit toujours programmé. D'accord. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, hein, qu'on soit obligé de faire une dérivation cavopulmonaire parce que ça n'a pas marché. Mais quand même, quand les enfants sont grands, la malformation d'Epstein, il faut se donner tous les moyens de prévoir ce qui va se passer. Donc, la mesure des volumes du ventricule, l'estimation des volumes résiduels. Donc, par exemple, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait se passer du scanner dans... Problème de connexion. Bah, écoute, on va voir si on peut avoir la connexion comme ça au moins. Ouais. Je crois qu'on a perdu Damien. Et là, le président est en train de nous dire que la séance doit toucher à sa fin. On a encore envie de discuter, mais comme il y a encore des séances qui suivent, donc je remercie Dr Siham Zaimi pour son excellente présentation, professeur Damien Bonnet pour sa participation toujours brillante et on apprend beaucoup de choses. Merci à mes co-modérateurs, professeur Saïd Mouril et professeur Yahyaoui de Marrakech. Et je souhaite bon vent au congrès et plein de succès et de courage. Et à très bientôt, vivement nos retrouvailles en présentiel. À bientôt. Merci beaucoup Leïla, quand tu dis vivement pour des retrouvailles en présentiel. En tout cas, je voudrais remercier le professeur Damien Bonnet, qu'on a perdu à la fin, donc il doit avoir un petit souci de connexion. Mais c'est toujours un plaisir de l'écouter et de s'enrichir un petit peu avec lui. Hein. Merci beaucoup à Siham Zaimi. Merci Saïd Mouril
pour votre disponibilité, votre générosité. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Et aussi, Madame le professeur Leila Haddour, un grand merci pour toi, hein, pour la qualité de la gestion. Donc, il y a eu un petit souci de départ dans cette session, mais il faut savoir que vous pouvez revoir toutes les sessions et toutes les communications et les présentations sur le mode replay que vous avez sur l'application ou sur le site dès demain, donc ils seront disponibles. Voilà, donc merci pour cette belle session de cardiologie pédiatrique et sans trop tarder, on va passer au symposium Sanofi sur le vaccin quadrivalent antigrippal et nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous Madame le professeur Hasna Jabri. Madame le professeur Jabri est professeur de pneumologie à Casablanca, au CHU de Casablanca. Elle est membre fondateur et membre du bureau du Collège marocain des enseignants en pneumologie. Elle est secrétaire générale adjointe de la Société marocaine des sciences médicales, membre du groupe de travail des référentiels des vaccinations antigrippales et antipneumococciques. Voilà, donc nous avons le plaisir de t'accueillir. Ça va être un grand plaisir de t'écouter. Merci au laboratoire Sanofi pour leur implication avec l'AMCAR dans toutes les manifestations. Nous vous rappelons qu'il y aura une tombola qui va être organisée bien entendu durant cette session et le gagnant va être déclaré juste après. Voilà, à toi la parole Hasna. Merci Monsieur le Président. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'être parmi vous ce soir, parmi mes chers maîtres, mes chers consoeurs, confrères et mes amis cardiologues. Donc je tiens tout d'abord à remercier aussi le laboratoire Sanofi de m'avoir invité à animer ce symposium sur l'importance de la vaccination antigrippale par le vaccin quadrivalent chez les populations à risque. Donc je tiens à introduire, pour vous rappeler tous, que la grippe est une infection virale aiguë, très contagieuse, dont l'agent causal s'appelle le myxovirus influenzé. Alors il s'agit d'un véritable problème de santé publique vu donc le fardeau économique et la morbimortalité qu'elle génère cette maladie. Alors il s'agit heureusement d'une pathologie souvent bénigne, mais elle peut être mortelle par certaines complications, on va le voir tout à l'heure, d'où l'intérêt de la vaccination antigrippale. Donc, une note épidémiologique concernant cette infection virale grippale, pour dire que la grippe saisonnière intéresse en général les 5 à 20% de la population mondiale, soit 340 millions à 1 milliard de la population au niveau mondial, et dans les 3 à 5 millions de cas graves de grippe sont notés à l'échelle mondiale et annuellement, et elle est à l'origine de 290 000 à 650 000 cas de décès annuellement. Donc c'est un chiffre qui n'est pas négligeable. Alors il s'agit là, juste à titre indicatif, concernant par exemple la saison grippale saisonnière 2019-2020 aux États-Unis, ça génère assez de consultations, assez d'absentéisme, assez d'hospitalisation et aussi un nombre de décès non négligeable, surtout chez les populations à risque. Je cite par l'occasion les sujets âgés de plus de 65 ans. Et tout ceci, en fait, est à l'origine d'une morbimortalité très importante. Alors là, ce graphique montre en fait que sur le plan épidémiologique, donc les souches plutôt circulantes au niveau mondial intéressent bien évidemment les virus type A et le virus de type B. Et vous voyez par exemple au cours de la saison 2018-2019, il y avait en fait une co-circulation des deux souches B de type B, Victoria et Yamagata. Alors, à l'échelle nationale, par exemple, l'année dernière, au cours de l'année 2019-2020, il y avait une co-circulation prédominante des virus type A.
Alors, il est important de rappeler aussi que la grippe, c'est une maladie très contagieuse. Elle est due, en fait, la transmission, elle est interhumaine directe et elle se fait par des gouttelettes de grosses particules et de petites particules. Les grosses particules, en fait, lorsque le patient infecté, il va émettre des particules lorsqu'il va tousser, lorsqu'il va éternuer ou lorsqu'il va parler. Et bien sûr, la personne à côté qui doit être dans un périmètre moins de 1 mètre avec la personne infectée va pouvoir, en fait, aussi être contaminé, d'où la contagiosité de cette maladie. La contagion par les aérosols est un mode non encore bien défini, mais il faut en fait dire que c'est un mode non négligeable de contagion. Alors, brièvement, je serai bref là-dessus, pour rappeler un petit peu l'agent pathogène de cette infection virale aiguë, pour dire qu'il s'agit donc d'un virus qui est caractérisé par sa grande variabilité, vu qu'il subit des glissements et des cassures, à l'origine, en fait, d'un virus qui change chaque année. C'est pour ça la souche vaccinale contenue dans ces vaccins, elle est perpétuellement différente chaque année. Alors, il s'agit de 3 types majeurs. Normalement, il y a le type A, le type B et le type C. Le C, en fait, il est responsable de quelques cas sporadiques de grippe saisonnière. Par contre, le virus de type A et B sont responsables des épidémies, mais le type A, il est responsable des principales pandémies, comme je vous le rappelle ici, donc dans l'histoire, la grippe espagnole et la grippe, là récemment en 2009, la grippe H1N1 qui a fait un ravage au cours de l'année 2009. Donc il s'agit d'un virus ARN, c'est un virus qui est fragile, qui est donc dans l'immunité, elle n'est pas intercroisée entre ces types, et c'est un virus qui est caractérisé par la présence à sa surface de glycoprotéines de surface antigéniques. On va voir l'intérêt de ces glycoprotéines de surface dans la pathogénie de cette infection, en sachant que les hémagglutinines vont permettre au virus d'introduire la cellule qui va être infectée, donc une fois ce petit virus qui va rentrer dans la cellule, et au niveau de son noyau, il va permettre de se multiplier et être à l'origine d'une réplication et donc de la production de petits nombreux en fait virions qui vont sortir en dehors de cette cellule par l'intermédiaire d'un autre récepteur ou d'une glycoprotéine de surface qui s'appelle donc la neuraminidase. Et bien sûr, ces petits virions vont infecter les cellules adjacentes de l'épithélium. Et puis par la suite, c'est l'apparition de la maladie. Donc, la grippe saisonnière, on fait tout le virus, il a une période d'incubation en moyenne de 48 heures. Elle peut aller de 1 jour jusqu'à 3 jours. Et il faut dire, en fait, il faut souligner ici que le patient, il est contagieux 1 jour avant l'apparition du tableau clinique, et il reste contagieux pendant 6, maximum 7 jours. Alors, il s'agit en fait d'un tableau clinique très bruyant, d'installation brutale, d'emblée complète, avec un syndrome infectieux, un syndrome algique et un syndrome respiratoire avec une toux, mal de gorge, une congestion nasale. Alors, le diagnostic positif ne posait pas beaucoup de problèmes parce que c'est un diagnostic d'abord clinique en période épidémique et que le diagnostic est beaucoup plus difficile chez des sujets en fait qui présentent des comorbidités, notamment diabétiques ou les sujets âgés. Alors, le problème qui se pose dans l'ère de la Covid-19, c'est que le principal maintenant diagnostic différentiel, c'est la Covid-19. En fait, c'est le même tableau clinique, même, je dirais, radiologique dans les cas sévères. Et donc là, il va falloir obligatoirement faire le diagnostic positif virologique pour faire la distinction des choses, parce que la prise en charge, notamment en matière d'isolement, n'est pas la même concernant la Covid-19. Et à souligner aussi par l'occasion que la co-infection virale, virus influenzé et virus le SARS-CoV-2 est possible et donc génère d'autant plus de morbidité et de mortalité pour ces patients co-infectés. Alors, d'autres diagnostics différentiels à évoquer, mais c'est en général des syndromes beaucoup plus bénins et je dirais simples, tels que dus aux autres virus qui peuvent aussi co-circuler, tels que les rhinovirus, les coronavirus, l'adénovirus, le virus respiratoire syncytial. Alors, l'évolution de la grippe saisonnière, c'est une guérison spontanée
en 5 à 7 jours, mais parfois cette grippe elle est grevée de complications qu'on va voir tout de suite. Donc c'est des complications surtout de surinfection bactérienne, et là plusieurs méta-analyses ont mis le point sur le rôle de la surinfection par le pneumocoque surtout et le staphylocoque après cette grippe saisonnière, et qui peuvent aussi être l'origine de mortalité chez ce type de patient. Alors d'autres complications aussi sont à citer, telles que la pneumonie propre au virus influenzé. C'est ce qu'on appelle jadis la grippe maligne, et qui est responsable d'un syndrome de détresse respiratoire. Elle est responsable d'une mortalité qui peut aller jusqu'à 30%. Les autres complications à citer, notamment cardiaques, surtout le syndrome coronarien aigu, ici je le cite, d'autres complications d'ordre neurologique ou pleural, et aussi à ne pas juste puisque aujourd'hui notre conférence se base sur les populations à risque, en fait l'infection génère l'aggravation de la pathologie préexistante, notamment diabétique, cardiaque ou autre. Alors le traitement, il faut que vous sachiez que le traitement est un traitement de confort, c'est un traitement symptomatique, il n'y a pas vraiment de traitement spécifique. Donc c'est des médicaments de confort et un traitement symptomatique à base d'antalgiques, d'antipyrétiques ou de vitaminothérapie. Les antibiotiques n'ont pas vraiment de place parce qu'ils ne ciblent pas le virus, mais ils sont indiqués en cas de complications avérées ou suspectées. Et enfin, les antiviraux qui peuvent être des cibles, qui ciblent en fait le virus, mais il y a beaucoup plus pour l'oseltamivir, mais leur place aussi est à discuter vu qu'ils doivent être prescrits dans un délai bien défini et pour certaines indications bien définies aussi. Leur rendement n'est pas si important. D'où l'intérêt en fait de la prévention. Et là, je vous apporte pas grand-chose. La prévention, comme vous le savez tous, avec cette pandémie de Covid-19, donc la prévention se base sur des mesures de barrière, notamment les mesures générales, notamment la distanciation sociale, le port de masque, le lavage, l'isolement du patient, l'arrêt du travail. Tout ceci, c'est des éléments qui vont permettre de prévenir et de réduire le contage. Et à dire aussi que par exemple, dans la grippe saisonnière qui vient de passer pour l'hémisphère sud, il faut dire que ces mesures barrières ont permis de réduire significativement le nombre de cas de grippe saisonnière pour cette année. On va voir ce qui se passera dans l'hémisphère nord cette année-là. Alors, le deuxième, bien sûr, la prévention se base aussi sur une vaccination antigrippale qui est à base d'un vaccin inactivé qui est déterminé chaque année à partir d'un réseau de surveillance mondiale se basant sur la souche la plus prédominante au cours de la saison précédente. Elle comporte deux sous-types de virus A, H1N1 et H2N3, qui sont les plus pourvoyeurs de cas graves, et les deux sous-types de B, c'est donc la nouveauté cette année, la Victoria et le Yamagata. À vrai dire, c'est une recommandation d'introduire le quadrivalent par l'OMS depuis l'année 2012-2013, et que c'est au fur et à mesure que les pays dans le monde se sont procurés ce virus quadrivalent. Alors, le vaccin se présente sous forme d'une aiguille attachée en seringue pré-remplie, facile à utiliser en sous-cutané ou en intramusculaire. Et la nouveauté, comme je viens de le dire au Maroc, c'est qu'on a acquéri cette année le vaccin quadrivalent. Donc, c'est le même mode de production que le vaccin trivalent qu'on avait l'habitude d'utiliser, avec une immunogénicité équivalente et une efficacité qui est attendue similaire contre les souches ciblées par le vaccin. Et le profil de tolérance, il est bien sûr comparable à celui du trivalent. Donc la seule contre-indication avérée à ce jour, c'est l'allergie à l'œuf. Et il faut dire que la vaccination, le temps de vaccination en fait, c'est une injection annuelle qui s'étend entre octobre à novembre et qui peut être poursuivie jusqu'en décembre et même, comme ça s'est arrivé ces dernières années, jusqu'à mars en fonction de la durée de la saison grippale qui découle dans l'année. Donc l'objectif en fait de la vaccination antigrippale, c'est de protéger l'individu, donc une efficacité attendue de 70% pour les moins de 60 ans, une réduction de la morbidité des hospitalisations et bien sûr une réduction du coût de la santé, réduction de la mortalité et sur le plan collectif, diminuer la transmission, diminuer l'absentéisme et l'impact sur la productivité.
Alors la tolérance, elle est bonne. En général, on note quelques petites réactions locales mineures à type de rougeur, de petits fébrucules, mais rien de, je dirais, de grave. Et l'efficacité, ça, je souligne ça parce qu'en fait, le vaccin n'est, je dirais, efficace qu'à partir de J15 après son utilisation. Donc entre J1 et J15 de la vaccination, le patient n'est pas couvert du tout de du virus de influenza de l'année. Alors l'efficacité, il faut dire que chez les adultes en bonne santé, alors le vaccin antigrippal peut éviter jusqu'à 70% des pathologies spécifiques à la grippe. Il peut réduire chez les personnes âgées jusqu'à 60% de la gravité de la maladie et les complications liées à cette maladie, à cette grippe. Et chez l'adulte immunocompétent, il permet de réduire le nombre de cas de grippe de 72%. Arrivons maintenant aux recommandations. Là, je ne vais pas vous apporter grand-chose puisque vous connaissez que les recommandations de l'OMS donc recommandent pour toute en fait la femme enceinte, les patients de plus de 6 mois et qui sont porteurs de maladies chroniques, que ce soit cardiaques, respiratoires, métaboliques ou autres, les personnes âgées, les patients les personnels de santé. La nouveauté de la vaccination antigrippale pendant la pandémie Covid-19, c'est qu'ils ont priorisé les groupes à risque. Alors, cette année, les groupes à risque les plus prioritaires, c'est le personnel de santé pour les préserver, pour éviter le plus d'engorgement du système de santé et aussi pour éviter donc la transmission pour les patients dont on prend soin. Les adultes aussi de plus de 65 ans, c'est une priorité puisque c'est des adultes qui peuvent être aussi atteints de la Covid, donc plus susceptibles à faire la Covid-19. Et ils ont aussi incriminé cette année les adultes de plus de 50 ans parce que c'est des sujets qui sont donc à risque plus élevé aussi de la Covid-19 dans les séries qui ont été publiées. Alors, les groupes de risque supplémentaires, mais sans ordre particulier, il y a toujours la femme enceinte, il y a les personnes souffrant de pathologies sous-jacentes, donc chroniques, et les enfants aussi restent une priorité, en particulier ceux âgés de 6 mois à 2 ans. Alors, arrivons maintenant à l'impact de la grippe et sa prévention sur les populations à risque, pour dire que là, en se basant sur les données de la CDC, donc américaine, alors ça montre que les patients avec maladie cardiovasculaire représentent vers les 46% de patients qui ont eu des grippes nécessitant une hospitalisation au moins en unité de soins intensifs, sinon en réanimation. Donc, c'est un chiffre qui est quand même important. Alors, concernant donc ces patients qui ont des pathologies cardiovasculaires et le lien entre le cœur et la grippe, alors là, la complication la plus significativement, je dirais, valable sur le plan clinique, c'est la survenue du syndrome coronarien aigu. Alors, plusieurs séries se sont intéressées à cet événement et on décrit, là je projette devant vos yeux, 2 types de séries qui ont été publiées pour l'Angleterre et le Hong Kong et qui montrent en fait qu'il y a un lien entre la survenue du syndrome coronarien aigu et la survenue de l'infection par la grippe saisonnière, c'est-à-dire par le virus influenza, avec une périodicité avec la survenue de cette grippe hivernale épidémique. Alors, ce qui ressort aussi dans d'autres études, par exemple sur des études en Canada, qui a permis donc de suivre 150 000 habitants âgés de plus de 35 ans du 1er mai 2009 et du 31 mai 2014, avec un recensement de 20 000 cas de grippe. Alors, parmi ces 20 000 cas, 364 hospitalisations pour infarctus du myocarde ont été recensées. Et ce qui ressort en fait, c'est que le risque de développer en fait un infarctus de myocarde dans la semaine qui suit l'infection grippale est multiplié par 6 lorsqu'il s'agit d'une grippe saisonnière liée, là je parle de grippe saisonnière confirmée au virus influenza, que ce soit le A ou le B. Alors, on conclut à ce que l'association entre les infections respiratoires en général et particulièrement aux infections donc au virus influenza et l'infarctus aigu du myocarde est une association très significative. Là, donc, pour expliquer ce lien, pour l'association entre le système cardiaque et le système pulmonaire est une association qui est bien établie. Il faut dire, en fait, que l'infection au niveau pulmonaire génère une réaction inflammatoire importante qui va intéresser tout le système, qui va intéresser donc tous les systèmes ou tous l'organisme, y compris le système vasculaire. Et dans ce cas, il y aura donc une augmentation de la coagulabilité du sang. Et qui dit augmentation de la coagulabilité du sang, qui pourra, en fait, faire bouger donc une plaque d'athérosclérose qui va pouvoir obstruer 1 ou 2 artères coronaires à l'origine de ce syndrome coronarien aigu.
Alors là, pour citer quelques méta-analyses qui ont montré aussi la relation temporelle et le risque de survenue de l'infarctus de myocarde dans la semaine ou dans les 3 premiers jours qui suivent en fait l'infection. Et je finirai en fait ce volet des maladies cardiovasculaires en insistant que la vaccination antigrippale réduirait le risque d'infarctus de myocarde de 15 à 45%, les événements cardiaques majeurs chez les 10% avec syndrome coronarien aigu durant les 12 mois suivant la vaccination. Encore plus loin, cette vaccination, en fait, plusieurs études randomisées ont permis de mettre en évidence l'apport préventif de cette vaccination antigrippale chez les patients cardiaques pour prévenir la survenue carrément de ces événements, de ce syndrome coronarien aigu. Encore une fois, en plus de la prévention de l'infection elle-même et de risques thrombotiques, elle va pouvoir interagir avec le système immunitaire, avec les anticorps que génère cette vaccination pour favoriser la stabilisation des plaques d'athérosclérose. Alors, chez les sujets âgés, j'ai comme population à risque, la grippe est dans cette étude prospective observationnelle aux Pays-Bas et qui s'est intéressée à étudier auprès les sujets âgés qui ont eu une grippe pendant 2 saisons entre 2011 et 2013 et qui montre que les sujets âgés, en fait, que la vaccination contre la grippe chez les sujets âgés réduit l'infection par le virus de la grippe dans ce groupe de 51 à 73%. Pour dire que la vaccination va diminuer de 35 à 65% la morbidité chez cette catégorie de patients, de 30 à 65% de nombre d'hospitalisations chez les sujets âgés et aussi de 30 à 68% de mortalité chez les sujets âgés, bien sûr, en prévenant les surinfections, à expliquer les pneumonies et les décompensations de TAR et aussi la mortalité par infarctus de myocarde. Alors, chez les diabétiques, le diabétique, en fait, et le risque d'hospitalisation, il est 2 fois plus important qu'un patient ou qu'un sujet non diabétique. Alors, le risque aussi pour une pneumopathie est augmenté de 50%, donc c'est énorme. Et le risque de mortalité lié à une infection chez le diabétique est encore 2 fois plus importante. Alors là, cette méta-analyse montre que pour permettre d'évaluer la vaccination ou l'effet de la vaccination antigrippale chez ce type de population, alors ça a permis de montrer que le vaccin antigrippal permet la réduction de 50% de toutes les complications, va réduire aussi l'hospitalisation, toutes causes confondues, et celle due à la grippe aussi et à la pneumonie, et réduit aussi d'une façon significative de plus de 50% de mortalité, surtout chez les patients âgés de plus de 65 ans. Alors, arrivons à une 3e catégorie de patients ou de populations à risque qui sont le sujet obèse et qui, je rappelle, rentre dans le cadre des recommandations de l'OMS. Tout patient avec un IMC supérieur à 40 doit être vacciné ou est recommandé en fait de vacciner par le vaccin antigrippal. Alors là, cette diapo, c'est pour montrer en fait un petit peu la pathogénie de l'obésité. Pourquoi? Parce que l'obésité est à l'origine d'un facteur de risque de grippe très sévère, de transmission aussi, puisque l'obésité est à l'origine d'une modification de la mécanique ventilatoire, respiratoire, et aussi de modification de phénomènes métaboliques. Et qui dit donc risque inflammatoire et augmentation des réactions inflammatoires chez le patient obèse, dira aussi une augmentation de risque thrombotique. Et donc, par la suite, ça expliquera en fait les tableaux des grippes saisonnières graves chez ce type de patient. Alors, la vaccination, en fait, le risque est élevé pour la morbimortalité chez ces patients et la mortalité, elle peut avoisiner même les 34%. Alors, concernant donc les patients avec maladies respiratoires chroniques, donc je cite ici le patient avec bronchopneumopathie chronique obstructive, le risque, bien sûr, comme vous le savez, les exacerbations en matière de BPCO sont d'abord d'ordre infectieuse et elles engagent le pronostic vital de ce type de patient. Les infections en général comme facteur d'exacerbation sont aussi liées aux exacerbations au viral, notamment aux grippes saisonnières, que ce soit le virus influenza A ou B. Alors, la vaccination antigrippale, comme le montrent ces études, permet donc de diminuer le taux d'exacerbation chez ces patients, permet encore une fois de diminuer la morbimortalité chez les patients BPCO. Alors,
Avant de finir, donc je voulais en fait, puisque c'était une priorité dans les recommandations de l'OMS cette année vu donc la pandémie de la Covid-19, de mettre un petit trait sur le personnel de la santé qui doit être normalement vacciné, parce qu'en fait, d'après la littérature et ce que j'ai constaté en fait, c'est que la vaccination du personnel de santé reste avec un faible taux, je dirais même pas au Maroc, mais à l'échelle internationale. Là, je cite une étude qui est prospective et qui ont mis le point sur les raisons pour lesquelles les personnels de santé ne veulent pas se vacciner contre la grippe. Donc, il y a beaucoup de raisons qu'on peut discuter après dans la discussion. Le manque de temps, les doutes quant à la sécurité de ce vaccin, la peur d'avoir la grippe suite à la vaccination et les doutes sur l'efficacité du vaccin. Donc, pour dire en fait que la vaccination antigrippale, elle a une place très importante chez tout personnel de santé pour nous protéger nous-mêmes, pour protéger nos chers, pour protéger nos patients. Et notre vaccination, elle est très utile. Et là, je finirai sur une note en fait sur les recommandations nationales dont je fais en fait membre du groupe des experts scientifiques quant à les recommandations nationales pour la grippe antigrippale. Et c'est des recommandations qui viennent de sortir et qui ont été donc faites sous l'égide de la Société marocaine des sciences médicales, avec donc dans le cadre de la convention avec le ministère de la Santé et l'ANAM. Et donc, ça regroupe en fait à peu près les mêmes recommandations que ceux qui ont été dictés par l'OMS en matière de la vaccination antigrippale. Je dirais un petit mot aussi quant à la vaccination antigrippale au cours de la pandémie Covid-19. Tout simplement, l'absence en fait, à l'heure actuelle, l'absence d'un vaccin anti-SARS-CoV-2 ne doit pas faire oublier qu'il existe déjà un vaccin contre la grippe, certes inefficace contre la Covid-19, mais qui est essentiel pour protéger la population contre une épidémie de grippe saisonnière sévère, d'où la recommandation d'une augmentation de la couverture vaccinale à l'échelle donc mondiale contre la grippe dans cet automne, dans l'hémisphère nord, automne 2020-2021. Alors, je finis en disant que la grippe est une maladie épidémique et hivernale, qu'elle a un impact socio-économique majeur par la morbimortalité importante qu'elle génère, surtout lorsqu'elle survient sur des terrains d'immunodépression, et tout l'intérêt de la vaccination antigrippale, lutter aussi, surtout, contre l'hésitance à la vaccination au sein de la population de nos confrères et consoeurs, donc médecins, et aussi au sein de la population générale. Et je dirais qu'il faut préserver les cœurs de nos patients cardiaques en se vaccinant contre la grippe. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hasna, pour cet excellent exposé, très simple, très pratique, qui a fait passer énormément de messages. Moi, personnellement, j'ai appris énormément de choses avec toi. Et voilà, donc normalement, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour les questions, mais on va quand même te poser une ou deux questions, d'accord, qui sont un petit peu brûlantes, parce que tu l'as dit, les gens hésitent un petit peu. Hein. Et nous, on est confrontés à la population, les gens, les patients cardiaques qui nous appellent. Est-ce que ce vaccin, il est sûr? Est-ce que ce vaccin est efficace? Est-ce que je peux le faire? Qu'est-ce que tu réponds à ces gens qui ont encore peur de ce vaccin quadrivalent? D'accord. Donc en fait, la vaccination antigrippale en général et quadrivalente, en fait, c'était une coïncidence cette année parce que j'ai eu beaucoup d'appels téléphoniques par rapport à ça. Est-ce que c'est une coïncidence avec la Covid-19? Non. En fait, c'était une recommandation de l'OMS depuis 2012. Et donc, petit à petit, la production commençait à faire de moins en moins de trivalents jusqu'à ce que, à cette année-là, 2020-2021, on a le quadrivalent. Alors, je dirais aussi que c'est un vaccin qui date de plusieurs années. C'est un vaccin qui a fait ses preuves. C'est un vaccin très sûr. Certes, la réponse en fait à la vaccination antigrippale a elle doit répondre à des conditions. La première chose, il faut que les souches vaccinales qui sont contenues dans le vaccin antigrippal doivent concorder avec les souches vaccinales qui circulent au cours de la saison hivernale. Donc là, on n'est pas sûr à 100%, pour qu'on soit clair là-dessus. Il va falloir faire des études épidémiologiques. Exactement. Sur le terrain. Donc justement, en fait, à l'échelle internationale, ils essaient de chercher en fait la souche la plus proche qui est prédominante dans l'hiver précédent pour pouvoir produire un vaccin le plus proche pour qu'il
en fait aussi, je dirais, couvrira la saison, la prochaine saison. Deuxième chose, par rapport à sa sûreté, il est sûr, donc on note pas vraiment d'effets secondaires majeurs. C'est des effets notamment mineurs à type de fièvre, fébrucule, et de rougeur localisée, une petite douleur au niveau de l'injection. Donc ça n'interagit avec aucune, je l'ai bien cité, la contre-indication majeure et seule, c'est l'allergie à l'œuf. Donc, elle est rare en général, mais sinon, ou à une réaction majeure à un autre vaccin, quel qu'il soit. Donc là, il faut qu'on soit prudent, je dirais. Mais c'est pas des réactions vraiment majeures qu'on en voit tous les jours. Sujet de plus de 80 ans, sujet cardiaque, donc il n'y a pas de contre-indication, si j'ai bien compris. Merci. Alors, une dernière petite question, et si tu peux, une réponse rapide. On voit qu'il y a une similitude entre le vaccin de la grippe, entre le virus de la grippe et celui de la Covid-19. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Quels sont les points communs entre les deux et les points qui divergent entre les deux? Quant à la vaccination, la question. Quant à la pathologie, quant au tableau clinique et complications, et aussi quant à la vaccination. La vaccination, je sais que ça n'intéresse pas la Covid-19. Exactement. Alors, c'est une question très pertinente, Saad Shraibi. Je vous en remercie parce qu'en fait, à l'heure actuelle, vraiment, en tant que pneumologue, on est dans un embarras par rapport au tout syndrome grippal qui arrive maintenant, en fait. Est-ce qu'il s'agit d'une grippe saisonnière? Est-ce qu'il s'agit de la Covid-19? Alors, pour toute honnêteté, en fait, j'avais fait une petite recherche bibliographique là-dessus. Donc, la similitude sur le plan clinique, elle est pratiquement la même. Alors, les deux signes que je peux citer, mais qui peuvent être, alors c'est pas discriminatif du tout sur le plan clinique, c'est la présence de l'anosmie et de la gueusie, mais c'est pas des signes spécifiques, je le signale. Parce que même dans une grippe saisonnière, c'est noté, mais moins, je dirais moins fréquent et moins rapporté dans la littérature. Alors ça d'ailleurs sur l'état clinique, même les signes digestifs, ils sont présents dans la Covid et dans la grippe saisonnière. Deuxième point, sur le plan radiologique même, parce que là, on s'amuse à faire beaucoup de scanners dans la Covid-19, on s'amusait pas à faire la même chose pour la grippe saisonnière. Mais il y a eu beaucoup de cas de littérature, même au niveau de service de l'hôpital 20 août, là où je travaille, il y a eu des cas où on a diagnostiqué par le multiplex, en fait, par la PCR, des cas documentés cliniquement et radiologiquement similaires à la grippe saisonnière et qui sont Covid, ou similaires à la Covid et qui sont des grippes saisonnières ou d'autres virus. J'ai cité l'adénovirus, le rhinovirus et j'en passe. Alors, autre chose par rapport à la simulation, donc le tableau radiologique n'a aucun signe je dirais, de signe discriminatif entre les deux tableaux. Alors, autre chose importante, alors je dirais, lorsque vous êtes dans votre cabinet, vous avez devant un malade qui a un syndrome grippal, alors il va falloir faire quand même le diagnostic positif virologique pour faire la part des choses. Parce qu'une grippe saisonnière, on va l'isoler 7 jours, avec tout l'impact d'une grippe saisonnière, entre guillemets, et un Covid, c'est autre chose, c'est une autre logistique, c'est 14 jours d'isolement, c'est les sujets contacts, c'est encore lourd à... Alors, je vais citer juste pour le diagnostic virologique, on aura, je dirais, incessamment un diagnostic, plutôt un test qu'on peut pratiquer dans les cabinets, qui est rapide, qu'on pourra mettre donc la part des choses rapidement et prendre en charge correctement nos malades. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hesna, pour cet excellent exposé sur le vaccin antigrippal. Merci beaucoup au laboratoire Sanofi de nous avoir accompagnés par ce symposium. Et voilà, donc, on va passer au tirage au sort de la tombola. Alors, comme j'ai dit au tout début, la tombola, elle est donc, c'est un tirage au sort qui est fait à l'improviste. C'est-à-dire qu'on choisit un moment de la session, de toute la session, et donc notre informaticien, donc, il clique sur l'ordinateur, il essaie de voir un petit peu les gens qui sont connectés dans le moment, et bien sûr, c'est sur la base de ce groupe de personnes qui ont été sélectionnées à un temps T. On procède à un tirage au sort, bien sûr, par un logiciel sur ordinateur. Et voilà, donc on essaie d'avoir donc le gagnant de la session.
Voilà, donc je pense qu'on peut annoncer le gagnant de la première session de ces journées, 27e journée de l'AMCAR. C'est Dr Bentlaha Abdelilah, qui est cardiologue à Al-Jadida. C'est Bentlaha Abdelilah, toutes nos félicitations. Et donc, bien entendu, dès le lundi, tu peux me contacter. Et voilà, je te remettrai ton MacBook Air, donc dernière version 2020, donc toutes nos félicitations. Voilà, donc merci à tous les acteurs qui ont participé à la réalisation et à la réussite de cette première session de ces journées de l'AMCAR. Et voilà, donc sans trop tarder, on va donc se reposer pendant 15 minutes. Et puis, on reprendra la deuxième session de ces journées avec une session de rythmologie, bien entendu avec des orateurs et des modérateurs qui sont de renom. Donc, à tout de suite, dans 15 minutes. Merci beaucoup et à tout à l'heure.